Ben voilà, bonsoir Alan. Bonsoir. Voilà, bonsoir à nos invités. Ils peuvent venir et prendre place, nous rejoindre sur cette belle scène de ce magnifique théâtre du Passage. Bonjour. 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 Voilà. Prenez place confortablement. Bonsoir à tous. Donc, je suis entouré de 4 marins de grands talents, 4 marins extrêmement doués qui ont tous déjà un palmarès déjà bien fourni, un beau palmarès, et qui ont des anecdotes, des histoires incroyables à nous faire partager. Donc, je vais vous les présenter. Tout d'abord, Samantha Davis. Bonsoir Samantha. Alors, toi, Samantha, autour de cette table, tu as un CV marin où il y a des petits micros que vous pouvez vous servir. Vous en avez chacun à côté de vous. Tu en avais un, non? Sinon, Simon n'aura pas le sien, non? Un pour deux, alors, vous partagerez. Donc toi, tu as un CV marin impressionnant. Tu as eu déjà 5 tentatives de tour du monde. Certaines ont abouti, d'autres pas. Et tu auras peut-être l'occasion nous en dire quelque chose. La première fois, c'était en 1998 avec Tracy Edwards, une tentative de record autour du monde de trophée Jules Verne. Et donc Tracy Edwards, qui est une véritable pionnière d'ailleurs dans la promotion de la voile féminine, tu nous en diras certainement quelque chose. Ton meilleur résultat de ta carrière, c'est 4e lors du Vendée Globe 2008. Et maintenant, tu es skipper de l'IMOCA Initiative Cœur, au travers duquel tu récoltes des fonds en faveur de la chirurgie cardiaque. Donc ensuite, nous allons passer à Simon. Simon Coster, tu as 34 ans. Si je ne me trompe pas, 34, 35, 34. Tu es papa une fois, bientôt 2. 2 fois déjà. 2 fois déjà, c'est vrai, félicitations. Tu as 3 mini transat en solitaire à ton actif. Tu as fini 2 fois 3e de la mini transat. Et tu as lancé avec Valentin, ici présent, la Rushdie Sailing Team en 2017 2019. Et vous avez construit au travers de la Rushdie Sailing Team un classe 40, donc un bateau de course au large de 40 pieds, donc environ 12 mètres. Et vous avez eu de nombreux succès puisque vous avez fait une fois 4e de la Transat Jacques Vabre, une transat qui se court en double, et une fois 2e, c'était en 2021. Et en 2022, la 4e place de la Route du Rhum, toi en solitaire et Valentin en tant que directeur sportif. Et là, c'est peut-être aussi le meilleur et le plus beau résultat de ta carrière. Ouais, cette Route du Rhum, c'était un peu l'aboutissement de notre projet sur 4 ans. Hein. C'était vraiment génial de pouvoir prolonger notre projet jusqu'à cette Route du Rhum, ce qui n'était pas forcément prévu au départ. 55 bateaux et un niveau, en tout cas historiquement élevé au sein de la flotte. Ensuite, du coup, on a ton acolyte et ton ami, Valentin Gauthier, 36 ans. Toi, tu es de formation, tu es constructeur naval. Tu as fait tes armes au célèbre centre d'entraînement à la régate de Genève, dont tu pourras nous dire quelques mots aussi, parce que tu le diriges aujourd'hui. Tu t'es fait remarquer très vite par ton aptitude à monter de beaux projets véliques. Tu as fait 5e de ta première mini-transat en 2017 et tu avais surpris l'ensemble de la flotte en te dégageant le long des côtes du Portugal pour terminer premier aux Canaries, premier de la première étape, et ça, c'était une véritable surprise. Ensuite, tu as contacté Simon pour initier le beau projet du Rushdie Sailing Team, et maintenant, tu te consacres à la promotion de la jeunesse. Correct. Et Alan, est-ce qu'on a encore besoin de te présenter ? Je pense que tu l'as très très bien fait. En tout cas, tu n'as pas 30 ans, si j'ai bien noté, dans quelques jours. Voilà. Et tu fais de la course au large depuis déjà 10 ans au moins. 10 ans au moins. Déjà 2 Vendées à ton actif, recordman en solitaire de l'Atlantique Nord. Voilà, du Nouveau Monde au Vieux Continent. Exactement. Et puis encore beaucoup d'aventures et d'histoires à nous faire partager.
D'ailleurs, en parlant d'histoire, commençons par les histoires, les belles, les moins belles. Vous essayez de partager un maximum de vos anecdotes avec le public quand vous êtes en mer, mais en mer, vous êtes seul. Il y a des choses qu'on ne peut pas savoir, qu'on ne connaît pas, et on aimerait justement en apprendre un peu plus. Donc, si vous avez une anecdote qui vous a marqué dans votre vie de marin, dans votre vie de coureur, on aimerait bien la connaître. Samantha ? Je commence. Oui, j'ai beaucoup, comme nous tous, je pense. Mais celui que je garde, c'est parce que on a parlé tout à l'heure. Bon, déjà, on a rencontré des plus jeunes skippers qui vont faire le mini transat. Alan, il a pas commencé très tôt. On parle de la jeunesse avec Valentin aussi. Et moi, j'étais inspirée par une femme qui s'appelle Tracy Edwards. Quand j'étais à l'école, je vais garder elle faire une course autour du monde avec un équipage féminin. C'était incroyable. Et j'ai fait les études d'ingénieur. Et en fait, pendant mes études, je commençais à faire la course au large un petit peu. Et je me suis retrouvée avec une opportunité à me postuler d'être sur un équipage pour faire une trophée Jules Verne, une tour du monde en équipage pour le record du Tour du Monde avec Tracy Edwards. Donc avec ma rôle modèle, mon héros de jeunesse, mais j'étais quand même encore jeune et j'ai réussi à décrocher une poste sur son bateau. Donc j'avais 22 ans et je suis partie sur un énorme multicoque avec un équipage féminin pour faire une tentative sur un trophée Jules Verne. Bref, quand on est le plus jeune de l'équipage, j'avais 22 ans, en fait on dit oui à tout. On sourit et puis on arrive à l'heure sur son cœur. Et donc, moi, j'ai fini. J'étais numéro 1. Celui qui avait les boulots que les autres, ils ne veulent pas faire. Numéro 1. Maintenant, je suis plus. Donc, numéro 1, c'est celui qui va devant pour changer les voiles. J'étais celui qui montait dans le mât, au bout de la baume, sur l'outrigger, entre d'autres. C'est celui qui cuisinait forcément plus parce que on dit oui à tout. Et j'ai un souvenir marquant, donc pire et meilleur, parce que déjà d'être sur ce bateau, j'étais impressionnée. Mais une nuit dans le mer du Sud, c'était il y a très longtemps. Pour les marins qui sont dans la salle, vous savez que maintenant on a les hooks qui tiennent nos voiles en tête de mât pour soulager les charges dans le gréement. Une sorte de crochet qui reprennent la tension. Exact. Voilà. Et quand j'avais 22 ans, et moi je suis beaucoup plus vieille qu'Alan, 30 c'est rien. Mais donc quand j'avais 22 ans, en fait, ça n'existait pas. Et on avait des soucis avec des drisses, des cordes qui tiennent les voiles en haut du mât. Donc on a décidé collectivement, les 11 filles ensemble, qu'on allait attacher les voiles avec un autre chaise en haut. Et puis parce que sinon ils allaient tomber dans l'eau, on allait casser les voiles. Sauf que quand il y a le grain qui arrive et il y a 35 nœuds, il faut affaler le spi. C'est celui le plus jeune qui doit monter là-haut pour décrocher. Donc j'ai un souvenir d'une nuit où dans le mer du Sud, donc j'étais au-dessus les albatros. C'était que cette pensée-là qui me soulageait un petit peu parce que j'adore les albatros. Mais au-dessus, mais c'était nuit, je les voyais pas. Le bateau, je pense que j'ai dû être à 35 mètres, voire un peu plus au-dessus de l'eau. Et on n'avait pas les coms à l'époque non plus. On essayait avec des VHF portables, mais les filles, elles m'entendaient pas. Il fallait surtout affaler le spi le plus vite et prendre un riz. Et c'était hyper dangereux à monter déjà parce que ça bougeait beaucoup dans le sud. Donc elles m'ont dit, et elles m'ont réveillée parce qu'il y avait personne qui voulait aller sur le quart qui était sur le pont. Donc moi j'étais au lit et elles m'ont réveillée pour aller monter. Donc j'avais un peu la tête dans le tête. J'étais pas réveillée. Et j'ai monté, j'ai fait mon job. Elles m'ont dit c'est trop dangereux de te faire descendre. On va prendre le contrôle du bateau avant qu'on te redescende. Donc j'ai dit faire le nœud et j'étais accrochée mais comme un koala en haut du mât dans le mer du Sud. Il y avait Michaela, une fille pareil, un autre héros de mon enfance qui était à la barre. J'ai dit je vais que si c'est Mickey qui bat. Sur un multicoque aussi, on peut chavirer.
Donc, si on est en tête de mât et le bateau chavire, ouais, c'était un peu ma trouille aussi. C'était d'un problème comme ça. Mais donc, j'ai attendu son nouvelle que les filles elles a fait le spi et qu'elles prennent le lit. Et puis, éventuellement, j'ai descendu. Mais c'était un moment que je n'oublierai jamais. Ah, t'avais peur de rien en tout cas à 22 ans. Toi aussi, Simon, t'aimes bien monter en tête de mât. Ouais, mais je fais ça aux arrivées quand il fait beau et chaud pour sourire aux photographes. Et d'ailleurs, est-ce que tu as une anecdote en bien ou en mal? J'en ai une qui m'a un peu marqué sur cette dernière route du Rhum où venait de passer le deuxième front où il y avait pas mal de mer et il commençait juste à faire jour. Et moi j'avais un peu le tête dans le guidon depuis le départ parce que j'ai eu des petits soucis, j'ai eu des fuites de gasoil, des trucs comme ça. Du coup c'était un peu le patinoire dans le bateau. Je passais pas mal de temps à l'intérieur d'essayer de gérer des petites trucs et des petits problèmes. Et c'est là où je sors le bateau de l'eau, il commence juste à faire jour. Et je me dis ouais, il y a quand même de la mer. Et je me suis dit, bon, bah, c'est ça la vraie route du Rhum, quoi. C'est là où j'étais tellement dans les jobs à faire, dans dérouler juste le plan que j'avais pour cette course qu'en fait, j'ai pas pris le temps de me dire, bah, ça y est, j'ai rêvé de cette course depuis que je suis tout jeune. Et là, je suis au milieu du truc. Le départ est passé et je suis en route vers la Guadeloupe, quoi. Du coup, ça, c'était vraiment un moment super de se dire que voilà, il y a tout ce chemin parcouru pour en arriver jusque-là et là je suis au milieu du truc, c'était parfait. Et tu termines 4e de la route du Rhum, une des meilleures performances, peut-être la meilleure performance suisse de l'histoire, l'une des meilleures en tout cas en classe 40, la meilleure. Il y a un certain Bourgnon qu'on a gagné deux. Ah oui, c'est vrai. J'étais pas né. J'étais pas né. Mais l'une des meilleures performances de l'histoire, en tout cas en classe 40, et ça c'est magnifique. Valentin? Oui. Une petite histoire aussi? Oui. Raconte-nous une histoire. Avec plaisir. C'est moins épique que les histoires en haut du mât de Samantha, là, mais moi, c'était ce qui me vient comme ça, c'est l'arrivée de ma mini transat en 2017. Ça faisait 10 jours que j'étais en mer, dans un rythme complètement de mini transat, quoi, de changer de speed, de repartir, d'empanner, de trouver les variations du vent. Et j'avais ce waypoint sur la Martinique. Et vraiment, je vivais autour de ce waypoint. J'essayais de trouver les variations de l'Alizé pour savoir quand est-ce qu'il fallait changer de bord, donc empanner par rapport au vent pour faire la meilleure stratégie. Et ça avançait, ça partait. Enfin, on est dans un rythme complètement différent quand on est en mer. Et tout d'un coup, on est arrivé en Martinique. Enfin, je suis arrivé en Martinique en fait. Et c'était le coucher de soleil. J'ai vu cette île, c'était vert, c'était incroyable. Moi, ça faisait 10 jours que j'étais en mer. Et j'étais presque surpris de trouver l'île, quoi. J'étais tellement focalisé sur ce waypoint qui était devenu un truc tellement abstrait que tout d'un coup, de me dire ah mais en fait j'ai traversé l'Atlantique, quoi, sur un bateau de 6,50 m, donc en solitaire comme ça. Ça fait des jours que je me base sur des chiffres qui s'affichent sur un écran et j'essaie de trouver la route la plus rapide vers ce truc. Mais cette suite de chiffres, en fait, c'est une île avec des arbres, avec des gens, ça m'a bouleversé, quoi. Vraiment, ça m'a fait un choc de me dire, en fait, mais ça marche, quoi. Si on suit les chiffres, on trouve l'île, quoi. Et ouais, vraiment, ça m'a fait prendre conscience que voilà, au-delà de l'aspect compétition, il y a un aspect voyage aussi intérieur d'ailleurs, qui vient se greffer là-dessus, quoi. Que nos bateaux, c'est pas juste des objets de performance, c'est aussi des trucs qui nous permettent de voyager, quoi. Est-ce que tu as ressenti quelque chose de différent la seconde fois que tu as traversé l'Atlantique? Ça garde une place particulière, cette première traversée, cette première arrivée de l'autre côté? Ouais, ça garde une saveur particulière. Ouais. Et après, la transatlantique suivante, c'était la Jacques Vabre. Donc ça faisait un moment qu'on longeait les côtes du Brésil, parce que la Jacques Vabre allait au Brésil à l'époque. Et il y avait moins ce truc de tout d'un coup, il y a une île qui sort de nulle part, quoi. Ça faisait un moment qu'on voyait la côte, qu'on voyait plus de bateaux de pêcheurs, de gens. La transition a été un peu plus douce, quoi. Ouais. Le rocher du diamant que tu as aperçu au premier. Ouais, le rocher du diamant, ouais, c'est ça, en Martinique. Et Alan, raconte-nous une autre histoire.
Il y en a, Allez, il y en a- une il y en a autre. plein, il y en a plein. Anecdote, ça va être ma première. Je pense que ça va être ma première course au final, qui est la Mini Transat, quoi. 2013, on a une édition qui est très particulière. En 2013, on a un mois de retard sur le départ quand même. À cause du gros temps, c'est ça Du dans le gros temps, donc on est transbahuté de ville espagnole en ville espagnole. Enfin, c'est quand même un sacré sketch. Et donc on part pour la mini transat la plus longue de l'histoire au final, puisqu'on va partir en gros de la Corogne, et puis on va traverser l'Atlantique sans escale. Il n'y a pas d'escale aux Canaries ou à Madère, où on va directement rejoindre la Guadeloupe, mais avec un waypoint à contourner autour de Lanzarote. Et puis, moi, mon merveilleux bateau de l'époque, qui était une sacrée cagette, faut dire ce qu'il y a à dire. Il était en contreplaqué d'ailleurs. Il était en bois moulé, un strict bois moulé. planking, triple épaisseur. Ouais. Alors, pour donner une petite idée, un prototype, c'était un prototype de la Mini Transat. Normalement, ça fait 750 à 800 kilos. Quasiment prêt à naviguer. Le mien, il faisait 1,2 tonne vide, mais vraiment vide. Donc il fallait vraiment du gros temps pour qu'il marche, ce qui était plutôt pas mal, parce que tu te souviens, Simon, on a eu un peu de gros temps au départ, et il y avait un peu d'air. Et donc départ de cette mini transat, les bateaux sont surchargés, et en gros, le directeur de course, il était assez clair, c'était aller tout droit, enfin cherchez pas à faire d'options, de toute façon, tu vas pas assez vite pour faire des options, donc va tout droit. Et donc gros temps, je me mets en ciseaux, le truc qu'on fait pas en course, quoi. On met des spies, des machins, et moi c'est en mode il a dit ça le patron, ok, ciseaux. Et puis mon bateau commence à avoir des petits soucis au fur et à mesure des jours passés en mer, et on se retrouve 2 bateaux arrivés le long de la côte à Lanzarote, un certain Florian Mozy. Et là, je lui dis, écoute, il faut que je fasse escale, parce que j'ai vraiment des soucis. Et donc là, faut que je monte en haut du mât, faut ci, faut ça. Il me fait, écoute, Alan, toute la flotte s'est arrêtée, t'es 8e, fonce. Et là, c'est resté, et je fais, ok. Et c'est joli, parce que la course au large, en fait, des fois, on se laisse porter dans une dynamique un peu où tout le monde fait ça, donc on le fait. Et en fait, ça a été la plus belle des transats. Elle était très très dure et très très longue, puisqu'on a eu en plus un passage d'onde très marqué dans l'Atlantique. Donc on a fait du près dans 40 nœuds pendant 24 heures. Enfin, c'était vraiment vraiment dur. Mais la mini transat en soi, dans sa globalité, c'est une anecdote, et c'est la plus belle. Parce que c'est une course où vous êtes vraiment isolé du monde, contrairement aux autres courses où vous êtes maintenant bien connecté. On a le droit que d'embarquer une VHF, une radio à bord du Mini. Le fait de ne pas savoir ma position, c'est qu'en fait j'avais pris énormément d'eau dès le départ, et on a une BLU, donc c'est une petite radio sur les Mini 650, et en fait c'est notre seul moyen d'avoir la météo et le classement. Et pour communiquer avec le monde extérieur, en fait, on a une VHF classique, mais on n'a rien d'autre. Donc en fait, on est vraiment seul au monde, avec une carte papier et puis un compas, quoi. Donc c'est sympa. C'est ce qui fait que c'est une aussi bonne école, et que, en tout cas, vous êtes nombreux ici à être passés par la classe Mini. Samantha, toi, t'es passée par la classe Mini ? Oui, j'ai fait le Mini Transat en 2001. Donc après le fameux premier tour du monde Jules Verne, et donc j'ai passé dans l'autre sens des très gros multicoques vers un tout petit monocoque, et de naviguer en équipage vers naviguer toute seule. Et ce qu'il dit Valentin et Alan sur cette bateau, c'est incroyable. Voilà, j'avais le même question de waypoint. Ouais, moi, j'arrivais au Brésil et je voyais pas la côte jusqu'à Salvador, et c'était exactement ça. C'était oui, on a suivi ce point sur une carte, et puis la terre qui arrive. Je croyais que j'allais jamais arriver sur cette course, tellement c'est dur. On est tout seul, on parle avec personne, et d'avoir passé de la voile en équipage où chacun a un rôle à bord, et j'étais obligée de tout faire toute seule après. Je trouvais que ça très dur, mais aussi très addictif, et je l'adorais.
Voilà, en tout cas, s'il y a des jeunes dans l'assistance qui ont une vocation pour la course au large, vous le savez maintenant, la Mini Transat est une excellente école. Donc vous êtes tous des sportifs de haut niveau. En fait, vous avez un profil qui est extrêmement varié. Vous êtes des sportifs de haut niveau, des régatiers. Vous êtes des marins parce que vous naviguez au large, vous êtes des petits patrons de PME, des gestionnaires de projets, au final des coureurs au large. Donc tout ça, c'est un tout extrêmement complexe. Comment vous définiriez-vous professionnellement en fait ? Comment vous définissez votre spectre de compétences et ce que vous faites au quotidien ? Facile, non ? Non, c'est pas facile. C'est ça qui est dur. Et Alan, il a parlé de ça. Il faut finalement, quand on passe la ligne de départ d'une course, on a l'impression d'avoir déjà gagné. Et puis tu dis ah oui, maintenant il faut faire le tour du monde. C'est un peu ça, parce que et comme quand on navigue en solitaire sur un bateau, et moi qui viens j'ai fait un peu d'équipage aussi. Et quand on navigue en solitaire, on doit tout faire. Et il y a tellement de choses, c'est ça qui est génial, puisqu'il faut apprendre à être numéro 1, à monter dans le mât, à barrer le bateau, à faire la nave, à bien régler les voiles, à comprendre comment il marche, comment réparer le bateau. Donc il faut être aussi mécanique, boatbuilder, voilier, cuisinier, parce qu'il faut aussi faire à manger. Ouais, il faut s'en occuper de nu. Donc même sur un bateau, il y a tellement de choses à faire. Et donc on arrive à tout faire, mais finalement on fait rien bien, parce qu'il n'y a pas le temps d'être spécialiste à quelque chose. Et après, moi je parle que du côté bateau, mais oui, dans la vie, il faut aussi préparer tout ça. Et c'est un peu différent. Je pense que moi, avec Initiative K, j'ai la chance d'avoir une super équipe autour de moi qui aide à gérer. Mais certains skippers sont aussi, c'est leur entreprise, ils sont armateurs de leur propre bateau. Donc il y a l'impression chaque fois ils partent sur une course, parce que si le bateau coule, il faut réfléchir à tout ça aussi. Donc, c'est très différent selon les skippers, et je pense que nous quatre, on n'est pas tous les mêmes réponses. Ah oui, moi par exemple, ce qui m'a marqué, c'est quand on s'est rencontrés en 2015. Tu arrivé avec ton bateau fraîchement construit, Valentin, quasiment derrière. Enfin, tu le portais quasiment sur le dos, ton mini blanc. Tu n'avais pas encore sponsor. Tu étais au tout début de ton aventure. Tu as acheté ton bateau et puis là, tu as dû construire pierre par pierre ton projet à partir de zéro. Tu peux nous parler de toutes les dimensions d'un tel projet ? Bah, c'est sûr que c'est une vraie difficulté. Ouais. Quand on communique sur les réseaux sociaux, on met souvent une petite story avec un dauphin devant Groix et un coucher de soleil, mais il y a une face cachée de l'iceberg qui est vraiment énorme. Et spécialement, on dit toujours qu'effectivement que la Mini, c'est l'école de la course au large et que c'est par là qu'il faut commencer, mais je me mets à la place, parce que je l'ai vécu, d'un jeune qui sort d'études en Suisse et qui veut aller faire une Mini Transat. La montagne, elle est énorme à gravir, quoi. Parce qu'il faut trouver un bateau. C'est des bateaux qui quand même aujourd'hui coûtent très cher. Il faut arriver à soit trouver des fonds, ou soit s'endetter, soit trouver des sponsors. Une fois qu'on a tout ça, qu'on a son bateau, on débarque à Lorient, on connaît personne, on est dans un milieu qui est quand même assez fermé, voire un peu sectaire. On prend les trucs les uns après les autres, on commence à courir, on se rend compte qu'en fait les partenaires ils nous demandent des trucs, que ça demande du temps, que le bateau il faut le préparer, qu'en plus on commence à avoir mal au dos, parce qu'en fait c'est des bateaux qui sont physiques, il faut faire du sport à côté, il y a vraiment énormément de paramètres à maîtriser. Pour trouver des sponsors, comme on fait, il faut monter des dossiers sponsors, il faut être un peu graphiste, il faut aller rencontrer des chefs d'entreprise. Quand on sort d'études comme ça, aller rencontrer un grand patron d'une grande boîte, lui dire bonjour, en fait j'aimerais faire du bateau et vous avez de l'argent, est-ce que ça s'invente pas non plus, quoi. Et la marche est énorme, quoi. Et on a un peu tous ce constat, les marins suisses, on en parle souvent un peu entre nous, quoi, de comment est-ce qu'on pourrait aussi des fois peut-être faciliter un peu ce processus pour un jeune qui voudrait découvrir le large. C'est ce qu'on avait essayé un peu de mettre en place avec Simon, on en avait parlé un temps, quoi. Ben, c'est justement un peu ça la genèse du Rochety Sailing Team. Valentin, tu es un excellent gestionnaire, vous êtes deux excellents marins, mais vous étiez très complémentaires en tout cas sur les compétences. Toi, tu as toujours eu une grande expérience, en tout cas technique, sur les bateaux par ton parcours et puis ton mini que tu as eu pendant des années, ton proto sur lequel tu as énormément travaillé.
Bah oui, je pense qu'on s'est bien trouvé avec Valentin. Je pense que c'est aussi pour ça que notre projet a bien marché, parce que voilà, on ramenait chacun des compétences là-dedans, vu qu'il en faut énormément pour que ces projets comme ça aboutissent. Et plus le bateau devient grand, plus il faut des compétences. Et du coup, en mini, on arrivait encore à s'en sortir tout seul. En classe 40, tout seul, tu fais plus grand-chose, soit techniquement, que ce soit sur l'eau, que ce soit sur la gestion de tout ce qui va autour. Parce qu'il faut plus d'argent de sponsors, il faut aussi créer plus de retours, il faut faire plus de choses pour les sponsors aussi. Du coup, c'est tout qui grandisse. Et vu qu'on a réussi à s'associer, au final, le côté technique, j'avais pas mal d'expérience que j'ai gagné parce que j'ai fait un projet mini. Je me suis lancé dans une construction de proto où je connaissais pas grand-chose au début. J'ai appris énormément. J'ai fait plein de bêtises aussi pendant ce projet-là. Tu étais précurseur, tu essayé de mettre des foils sur ton mini à l'époque où personne n'y pensait. Ouais, d'ailleurs, peut-être un peu trop tôt hein, pour remettre les foils sur un mini parce que le règlement n'était pas non plus prêt pour et moi peut-être pas non plus, mais. Mais oui, bah voilà, j'avais envie d'aller un pas plus loin avec ce bateau-là que ce qui était fait avant, et je me suis lancé sûrement en étant très très bleu dans un projet un peu trop ambitieux, un peu trop grand, mais il a quand même 2 fois traversé l'Atlantique ce bateau-là, et sans les foils, au final, il a aussi fait 3e sur la mine Transat. Mais ouais, c'est ça qui a fait que j'ai grandi avec ce projet-là, ce qui a fait que j'ai pu m'investir avec Valentin dans le prochain projet de classe 40 et encore sortir grandi de ça, parce que Valentin aussi a apporté des compétences et des notions que moi j'avais pas quand je faisais mon projet mini. Et toi, Alain, tu dis souvent que donc du coup, tu es un chef d'entreprise en plus d'être un sportif. Bah, en fait, aujourd'hui, toute la partie projet, gestion de projet, on va dire, je suis le responsable. Au final, j'ai la responsabilité du projet à la fin, mais par contre, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir pu donner en fait à Alison toute cette gestion-là pour en fait pouvoir me consacrer à l'aspect sportif, ce qui n'était pas le cas avant. Et en fait, c'est toujours compliqué de vouloir tout faire. Ben, on ne fait pas forcément tout bien. Et donc là, ça me permet vraiment de me concentrer sur cette partie-là. Même si, ben, en fait, c'est quand même ma boîte qui gère le projet. Donc, ben, c'est les rendez-vous comptables. S'il y a besoin de négociations avec certains fournisseurs, etc. Ben, en fait, il faut être multitâche en fait, dans ces projets. On n'a pas un seul corps de métier à notre actif. Je pense que Samantha, elle l'a très bien dit, c'est que on n'est pas bon partout, quoi, parce que c'est impossible, mais on est obligé de savoir faire plein de choses. Et au final, je pense que c'est la passion de ces projets-là qui fait que on se réinvente tout le temps, quoi. Mais au final, vous avez tous une vie entière qui est dédiée à la performance, dédiée à votre bateau. Ça vous prend énormément de temps. Ensuite, vous allez passer des semaines, voire des mois en mer. Comment tu fais pour concilier ta vie de marin et ta vie de terrien? Eh ben, on fait quoi. En fait, il a fallu du temps pour mettre ça en place. J'ai la chance d'être père d'une petite fille maintenant qui a 2 ans et demi. Et en fait, dès son arrivée, les débuts étaient plutôt compliqués parce que quand je rentrais, en fait, moi j'avais besoin de beaucoup de temps de réadaptation. Parce qu'on ne se rend pas forcément compte, mais quand on revient de mer, alors une transatlantique ça va, mais par exemple, un Vendée Globe, on a quand même besoin d'une petite phase de remise en forme mentale pour comprendre un peu ce qui s'est passé. Et donc du coup maintenant on a mis les choses à plat et en fait quand je suis à terre, je suis vraiment à terre, quoi. Je m'occupe de ma famille et je suis présent. Et par contre quand je suis en mer, je suis en mer. En fait c'est vraiment c'est 100% de chaque côté, mais c'est pas un petit peu par-ci et un petit peu par-là. Donc on a trouvé notre équilibre et en fait ça se passe bien. Et puis ma femme elle bosse aussi à travers le projet, donc ouais. Elle connaît aussi très bien la situation. Bah, parlons justement famille. J'ai pu recevoir quelques questions via l'application WhatsApp où le public a pu partager certaines de ces interrogations.
Vous êtes tous pères ou mères de famille autour de la table. On va parler un petit peu de l'actualité. Clarisse Kramer, qui est une coureuse au large qui est très connue, qui était coureuse du team Banque Populaire, s'est fait récemment lâcher en race campagne par son sponsor parce qu'à la suite d'un congé maternité, parce qu'elle ne pouvait pas potentiellement ne pas remplir les conditions de qualification pour le Vendée Globe. Donc c'est tout récent, c'est tout frais, vous l'avez peut-être vu et appris dans la presse. Donc en tant que père ou mère de famille, toi Samantha, comment tu vois cette situation, la faute à l'organisation, la responsabilité du sponsor? Oui, c'est une situation qui est complexe et c'est vraiment dommage que ça arrive jusque-là. Moi, je suis maman et je suis partie sur le Vendée Globe en 2012. Mon fils, il avait juste 1 an. Donc, j'ai aussi fait la preuve que c'est possible de convaincre des partenaires. Moi, j'avais les réunions sponsors, j'étais enceinte avec mon dossier pour le Vendée Globe. Et puis, ils ont venu chez moi pour signer le contrat de partenariat parce que mon fils avait 3 semaines et il était là. Mais on est très peu de mamans dans la classe IMOCA actuellement. Donc je comptais un peu sur Clarisse parce que là, il y avait Anne Léardet quelques années avant. Mais les autres filles actuellement ne sont pas mamans. Donc je trouvais que c'était bien qu'on allait être 2. Donc oui, je suis déçue. Je pense que c'est un problème aussi et je suis un peu coupable parce que la classe IMOCA, c'est une association qui est gérée par les coureurs et on était tous au courant parce que Clarisse, elle avait ce projet, elle avait annoncé à tout le monde. Il aurait fallu changer les règles. Donc oui, et que donc il y a plein de c'est le faute de machin, mais je pense qu'on est coupable dans la classe IMOCA, les skippers, l'organisation, de ne pas avoir vraiment regardé le problème pour du vrai en face et que tout le monde a un peu caché. Ou espérer que ça allait disparaître comme ou une solution magique allait arriver. Donc c'est vraiment dommage que ça arrive, mais maintenant depuis la semaine dernière, je suis beaucoup en contact avec The Magenta Project. Donc ça, c'est une association on a créé à l'arrivée du Volvo-Ocean Race. Moi, j'ai skippé l'équipage féminin de Team Messier en 2014-2015. À l'arrivée de cette course, on avait une énorme suivi avec les filles de mon équipage. Le projet s'est arrêté, mais on voulait garder un peu l'engouement, ouais. de tous ceux qui nous suivaient partout dans le monde. C'était un équipage international. Donc, c'est là où est né The Magenta Project, qui est une association pour essayer d'aider les filles, les femmes dans la voile, ouvrir les portes, créer les opportunités, d'avoir un réseau, du mentoring. Il y a plein de choses. Oui, il y a des Suissesses comme Justine Métro. Oui, Justine, Elodie, ils sont vachement actifs avec le Magenta. Et là, l'exemple, c'est que oui, depuis une semaine, j'appelle tous ceux qui sont sur le board. Vous avez fait un travail de lobbying pour agir. Et qu'il faut que cette association fait un peu la représentation de toutes les femmes dans la voile et la mixité, les qualités. Et parce que parfois, quand on a ces sujets-là, c'est même dans la classe IMOCA, quand on a des sujets, c'est compliqué puisque c'est nous qui décidons, mais c'est nous qui sont les skippers. Il y a beaucoup d'émotions. Chacun aussi a des intérêts parce qu'on défend tous nos projets. C'est compliqué, mais j'espère avec Magenta Project et moi je promets, je travaille sur ce sujet parce que
oui, c'est très important pour la suite de ne pas faire peur aux futurs jeunes skippers et aux futurs sponsors de réfléchir à soutenir des femmes. Donc vous n'allez pas rester en tout cas sans agir et on espère que Clarisse derrière pourra bien évidemment retomber sur ses pattes et partir C'est sur de sûr. beaux projets. J'imagine que son téléphone n'a pas arrêté de sonner. Et il reste encore des bateaux et il reste encore des courses. Donc elle peut très bien faire assez de milles pour naturellement être sélectionnée pour le prochain Vendée. Et si elle récupère son futur bateau trop tard, je suis sûre qu'elle aura un wildcard. Ouais. Ben, on espère en tout cas qu'il y aura le plus de femmes possible sur le prochain Vendée Globe. Vous étiez que 6 sur le dernier, c'est ça Déjà 6 c'est bien, et il ne faut pas non plus forcer les choses pour imposer celles qui ne sont pas prêtes à aller faire ça non plus. Donc c'est une évolution et il ne faut pas faire ça juste pour la com ou pour remplir les quotas. Il faut que... encourager, former, Exact. faire grandir. Ouais. Voilà. Ben, merci beaucoup à tous. Je serais bien resté avec vous à discuter encore des heures, mais la suite de la Nuit du Large continue avec d'autres interventions passionnantes. Et merci à vous et merci à vous de nous avoir écoutés.